suis dans les vignes de Champagne. On va se préparer à faire un petit vol, on est près d'Épernay. Je fais juste une petite mise en place de l'aile pour vérifier qu'il n'y a rien d'emmêlé dedans pour le vol. Je vole pour faire des photos. Donc quand la météo le permet, j'essaye de voler toutes les semaines. Donc c'est une passion. Et quand on peut allier deux passions, la photo et le vol, je peux vous dire que c'est le top. On va pouvoir décoller. Pascal Bourguignon est un photographe champenois de réputation internationale. En ce mois de novembre, il survole la région des coteaux historiques de la Champagne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est en train de survoler les vignes côté vallée de la Marne. Et juste devant moi, là, j'ai un petit patchwork de couleurs jaune, rouge, ocre. En plus, ce matin, on a de la chance parce que il y a une petite brume et juste la lumière sur les vignes, en fait, sur les couleurs ocre. Et donc, vraiment, on a cet or qui sort du sol. Là, c'est vraiment voilà, comme si le soleil sortait du sol pour illuminer tous ces coteaux. C'est vraiment super beau. Ces coteaux légendaires s'étendent le long de la Marne, à quelques kilomètres d'Épernay. Je me dirige vers le clos des Goisses, juste en bordure de la Marne. Le clos des Goisses, c'est un des plus anciens clos et un des plus pentus du Champagne. Donc voilà, il est assez unique. En fait, les clos, il y en a très peu dans le Champagne. C'est une parcelle qui est complètement protégée des intempéries par des petits murets. Et la particularité, c'est que, en fait, un champagne qui vient du clos, il doit être fait exclusivement avec les raisins récoltés sur cette parcelle. Et ce qui en fait un champagne d'exception. De la vigne émergent des châteaux imposants, témoins de la riche histoire des maisons de Champagne. Là, j'arrive sur le château de Boursault. On dirait presque qu'il sort de la brume. C'est étonnant parce qu'il est situé en fait sur une petite butte. Il y a quelques vignes devant lui. C'est assez étonnant. Alors ce château, en fait, il a été construit en 1843 par la veuve Clicquot. À l'époque, il fallait impressionner les clients de prestige, en fait. Et donc, voilà, il fallait faire des demeures extraordinaires. Donc, elle a construit ce château et elle y a vécu jusqu'à la fin de ses jours. C'est vraiment absolument incroyable. On a une chance inouïe. En découvrant le paramoteur il y a 15 ans, Pascal a bouleversé sa pratique de la photographie. Pour moi, le paramoteur pour faire des photos aériennes, c'est vraiment l'engin idéal parce que je suis complètement autonome. Comme ce matin, je peux décoller sans dépendre de quelqu'un au lever du soleil. Et c'est ce qui permet d'avoir ces belles lumières et puis cette sensation de liberté. Pour faire de l'image, c'est super bien parce qu'on a tout le temps de cadrer, de chercher un petit détail, des formes insolites. Comme là, c'est intéressant parce que je vois un arbre au milieu des vignes. J'adore les arbres, donc j'essaye de composer avec.
Il permet de donner une échelle, de donner une dimension à l'image. Il resitue. Pascal s'approche à présent du château de la Marqueterie. Édifié au XVIIIe siècle, c'est un des plus anciens du vignoble. Depuis les années 1930, cette demeure seigneuriale est la propriété de la famille Tétinger. Pierre-Charles Tétinger a vraiment eu le coup de foudre pour ce beau bâtiment. Il a donc acheté le château. Il est vraiment typique des domaines de Champagne. On peut voir donc tous les bâtiments qui vont servir à la fabrication du champagne, comme les pressoirs. Et en face, donc l'habitation. Dans son petit écrin, il y a quelques très beaux arbres derrière. Il est vraiment en plein milieu des vignes, en bas de la vallée. C'est magnifique. Chaque grande maison de Champagne a marqué le territoire de son empreinte, en construisant des demeures plus impressionnantes les unes que les autres. Le photographe arrive au château de Saran, un ancien rendez-vous de chasse transformé par un autre grand nom de la région, la famille Mouette. Ce château, il a été construit par Victor Mouette en 1846. Il est vraiment super beau. Il a été restauré récemment. C'est en fait un mélange de bâtiments classiques avec des grandes verrières qui lui donnent un côté moderne en fait. Et donc là, à proximité, je survole la loge Montaigu. Donc en fait, ces petites habitations-là, elles servaient et elles servent toujours à entreposer du matériel, mais aussi à s'abriter en cas d'intempérie, voire de pouvoir se restaurer ou se reposer. C'est vraiment bien intégré au milieu des vignes. Ça ne dénature pas le paysage, c'est très joli. Là, je me dis, je survole les crues les plus cotées. Et donc, je dois dire qu'ici, en Champagne, on est gâté. Nous retrouverons Pascal Bourguignon dans une autre région de la Champagne, à l'occasion d'un spectacle grandiose qui attire les photographes de nature du monde entier. À quelques kilomètres de ces coteaux historiques, la ville d'Épernay. L'avenue de Champagne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est la vitrine des maisons de négoce les plus prestigieuses au monde. Bernard Ducouret, conservateur au service de l'inventaire, connaît bien ce patrimoine qu'il a recensé pendant plusieurs années. Au départ, il y a le tracé de la Grande Route Royale de Paris à Strasbourg qui a été réalisé dans la traversée d'Épernay en 1744-1745. Sous le Second Empire, la production de champagne explose, les chiffres d'affaires deviennent colossaux et on a vraiment affaire à une haute bourgeoisie qui veut affirmer sa réussite par des hôtels très spectaculaires. Sur moins d'1 kilomètre, l'avenue se pare de bâtiments et de jardins époustouflants. Les architectures sont variées. Un style néoclassique pour l'hôtel au banc mouette. Des tourelles néo-médiévales pour le château de Pékin. Mais le symbole le plus étonnant du faste de l'avenue reste le château Perrier. Il a été bâti en 1854 par Charles Perrier, directeur de la maison de champagne Perrier-Jouët. Pour impressionner les visiteurs, il s'inspire des plus beaux monuments parisiens de l'époque.
L'essentiel de l'architecture s'inspire de ce qu'on appelle la deuxième Renaissance, hein, en particulier le Palais des Tuileries à Paris, avec ses colonnes baguées, ouais, qui marquent fortement l'avant-corps central. Les fenêtres légèrement cintrées de l'étage, directement repris aussi du Louvre. Il y a aussi des détails amusants, comme le mascaron sur l'avant-corps central, qui représente un visage qui tire la langue, en fait. Une petite touche d'humour. Des édifices aussi ornés, on n'avait pas du tout l'habitude de voir ça à l'époque. Propriété de la ville, l'édifice est aujourd'hui en cours de restauration. Top. Lève un peu, Romain. Ce matin, a lieu une opération délicate. La pose de la grille d'honneur. À la manœuvre, une entreprise de ferronnerie champenoise réputée dans toute la France. On l'amène au maximum. Un grand jour pour Régis Chénaud, son directeur. Une grille d'honneur, comme le nom l'indique, c'est la première chose qu'on voit sur une propriété. C'est le portail et la grille d'honneur. Donc, automatiquement, on veut épater la galerie, on veut montrer, de par cette devanture, qui on est. Et surtout sur l'avenue de Champagne, on a quand même des grilles et des portails d'honneur majestueux. Et après, on tirera dessus. On va le descendre plus bas comme ça, vas-y, Romain. Cette pièce unique, d'inspiration Renaissance, a été déposée au début des travaux et entièrement restaurée en atelier. Il y a eu un défaut d'entretien sur ce portail pendant des dizaines d'années. Donc il y avait énormément de manquants. Il y a de la fleur, il y a du feuillage en métal repoussé. Tout ça, ça avait mal vécu. Il y en a certains qui étaient tombés, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail déjà de reproduction à l'identique. Mais attention, tout ça, ça se fait en frappe chirurgicale. Parce qu'en monument historique, on veut conserver le maximum d'éléments d'origine. Ah, c'est bon, t'es dedans là? Combien? Au sommet de l'échafaudage, une mauvaise surprise attend les ferronniers. Bah non, parce que là on est là, et puis là on touche aussi les vitres. La pièce ne rentre plus dans son emplacement d'origine. Là, il nous manque à peu près 2 cm pour que le fronton il rentre entre les deux pilastres. Donc là, ça rentre pas à 2 cm près, quoi. Ah non, il nous manque un peu, là, ouais. Ce sont les aléas du métier. Il y a eu peut-être quelques heurts avec des camions de livraison, etc. Donc, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut que le fronton retrouve sa place. Il faut que les deux vantaux retrouvent leur place. Et on passe le temps qu'il faut. Bon, c'est ça aussi les monuments historiques, hein. À l'intérieur, les travaux de restauration des salons de réception sont presque achevés. Nous entrons ici dans le grand salon, qui est la pièce principale du château, la grande pièce de réception. C'est un salon entièrement doré, qui s'inspire surtout des décors du XVIIe siècle, de l'époque de Louis XIV en particulier, avec ces angelots en haut relief, les instruments de musique qui sont sur la voussure, parce que c'est un endroit où on fait de la musique. Un détail sur lequel j'aurais aimé attirer l'attention, c'est la qualité des menuiseries qui ont été restaurées. Et surtout ce qu'on appelle des espagnollettes, c'est-à-dire ces tiges rondes qui sont devant les fenêtres, avec un crochet pour les fermer. Et tout ça réalisé en bronze, enfin, le crochet d'espagnolette. Vous voyez la qualité de ce travail et du fini, en fait, jusque dans les moindres détails. Tout est extrêmement soigné. Pour décorer sa demeure, Charles Perrier fait appel aux meilleurs artisans de l'époque. Nous sommes alors en plein âge d'or du Champagne. L'explosion de l'activité du Champagne fait passer cette petite bourgeoisie provinciale à la haute bourgeoisie qui a des liens internationaux, et en particulier avec Paris, qui est assez proche d'Épernay malgré tout. Et donc on adopte un mode de vie parisien à Épernay, en réalisant des décors assez somptueux pour recevoir et faire de brillantes réceptions. À l'extérieur, après 2 heures d'effort, les ferronniers décident d'employer la scie pour débloquer la situation. On y va, Romain, on l'envoie? La grille s'élève. C'est la dernière tentative de pose.
Et cette fois, l'ouvrage rentre parfaitement. Hop. Impeccable. On livre le bébé. Alors, c'est pas 9 mois de gestation, c'est un peu plus de 2 ans. Mais ça veut dire que c'est une page qui se tourne dans nos ateliers. Il n'y a plus un seul manquant. C'est reparti pour des dizaines d'années, là. Hein, c'est l'aboutissement. Un peu plus loin, une autre maison de Champagne vient d'être restaurée. Voici l'hôtel Galice, construit à la fin du XIXe siècle. L'édifice est la propriété de la maison de Champagne de Venoge. La façade s'inspire plutôt du XVIIIe siècle, hein, avec ces motifs rocailles sur l'avant-corps, les dragons aussi qui supportent le balcon, qui sont directement repris du XVIIIe siècle. Et vous voyez que cet avant-corps très riche, bien composé, contraste avec une façade qui est très très sobre. À l'intérieur, les décors d'origine ont été remis en valeur, comme ce vitrail de 1921, avec ses feuilles de vigne, qui rappellent les liens de la maison avec l'univers du Champagne. À l'arrière de l'hôtel se cache un autre trésor. Un jardin à l'anglaise, restauré dans son état d'origine. Nous arrivons dans le magnifique jardin qui est aménagé dans la pente qui descend vers la vallée de la Marne. J'aime beaucoup ce jardin parce que c'est un des rares jardins conservés d'Épernay, à peu près dans son entier, avec ses décors qui encadrent la petite cascade artificielle avec la fausse source, le petit pont qui est fait en ciment avec les rambardes imitant le bois, qui était très très à la mode à l'époque. Et puis les essences d'arbres rares qui bordent ce dégagement central et un ensemble merveilleux en fait. Ce qui fait la beauté du jardin, c'est qu'il intègre le paysage alentour. Donc, les collines qui bordent la vallée de la Marne, ces collines vallonnées, pleines de vignes, et la tour de la maison Castellane, qui a été conçue comme un château d'eau, mais on en a fait également un signe publicitaire avec les symboles de la maison, le lion et la marque inscrite en gros sur les 4 faces de la tour. Le château d'eau a peu duré, mais l'emblème est resté. Et c'est certainement l'édifice le plus emblématique de la ville. Nous quittons maintenant la Marne pour nous rendre dans le département de l'Aube. Un autre terroir d'excellence, où depuis le Moyen-Âge, des lignées d'artisans se succèdent pour faire rayonner le patrimoine local. Héritière des grandes écoles troyennes, Flavie Serrière est maître verrier. C'est l'une des plus renommées de sa génération. Après des débuts à l'étranger, elle a décidé il y a quelques années de revenir dans sa région natale. J'ai fait le choix de venir me réinstaller à Troyes parce que justement, l'Aube, c'est le département français avec le plus de mètres carrés de vitraux anciens. On a 9000 mètres carrés de vitraux anciens. Ça, c'est juste un chiffre sur un papier, mais il faut s'imaginer que dans chaque petite église, dans chaque village, on a vraiment des merveilles. Et ça fait la joie, je trouve, du quotidien, avec tout ce patrimoine à protéger. Le précieux patrimoine des églises de l'Aube témoigne de la renommée des foires champenoises et de la richesse des marchands troyens. Un patrimoine toujours bien vivant. Il y a toujours eu un atelier de peintre sur verre à Troyes, donc on a toujours restauré des vitraux depuis le 19e. Et puis comme ça, de maître verrier à apprenti, on a une transmission qui s'est faite pour vraiment prendre soin du patrimoine et puis petit à petit aussi pour faire prendre conscience aux gens qu'ils avaient un patrimoine exceptionnel. Le plus vaste ensemble de vitraux de l'Aube se trouve à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes,
Sa construction, démarrée au XIIIe siècle, a duré plus de 400 ans. Pure merveille de l'art gothique, l'édifice compte 1700 mètres carrés de vitraux. Un échantillon unique de l'art du vitrail à travers les âges, avec des verrières datées du XIIIe au XIXe siècle. Lorsqu'on rentre dans la cathédrale, on a cet équilibre vraiment extraordinaire qu'on, moi, je connais dans aucune autre cathédrale. C'est très épuré et en même temps, c'est assez lumineux. Donc, c'est ce contraste entre une architecture pure, une élévation assez bouleversante, et puis ces vitraux comme ça qui viennent scintiller et dialoguer avec l'architecture. Des vitraux abîmés par le temps, qui sont aujourd'hui en grand danger. Flavie est venue étudier de plus près cette collection unique en vue d'une prochaine restauration. Nous nous dirigeons vers le bras sud du transept, puisque nous faisons l'étude préalable des vitraux de la cathédrale pour l'architecte en chef. Et donc, on a besoin de voir les vitraux et de l'intérieur et de l'extérieur. Flavie commence son étude sur les hauteurs de la cathédrale. Une coursive autour du transept lui offre un point de vue inédit sur ces immenses baies. Comme cette rosace du XIXe siècle, ou encore ces vitraux du début du XVIe qui annoncent la Renaissance avec leurs couleurs flamboyantes. Une des particularités de la cathédrale de Troyes, c'est qu'elle contient également des vitraux du XVIIe siècle. Les vitraux du XVIIe, c'est très particulier, c'est plutôt rare. Et on a par exemple une très belle Vierge, une Assomption, qui est portée en fait par des anges. Elle a une couronne d'étoiles, elle a la lune sous ses pieds. Vous voyez, on est dans des choses extrêmement symboliques et très construites. Flavie poursuit son étude à l'extérieur, sur les toits de la cathédrale. Depuis 800 ans, la pluie ruisselle sur la surface de ces vitraux, fins et fragiles. Ils sont tous dans un état d'urgence assez alarmant. Il n'y a pas eu de restauration fondamentale depuis des dizaines d'années. Les verrières de doublage n'existent pas, donc là on est vraiment avec des œuvres anciennes, très fragiles, qui font l'étanchéité de l'édifice. Il est vraiment extrêmement urgent d'intervenir pour justement assurer la préservation des œuvres anciennes. C'est toujours une joie d'être comme un écureuil dans un arbre et de pouvoir voir ce qu'on ne voit pas quotidiennement. On voit vraiment toute cette architecture gothique qui se déploie autour du chœur. Là, le gothique, on est vraiment dans l'ouverture large des fenêtres avec comme une dentelle de pierre où les verres vont venir scintiller et apporter leur lumière. Flavie prend maintenant la route pour aller restaurer un vitrail du XVIe siècle, unique au monde. Au sud de l'Aube, elle arrive à Hervy-le-Châtel. On est vraiment dans un petit village qui est aujourd'hui de petite taille, mais qui était vraiment une réelle place forte au XVIe siècle. Hervy a gardé un plan assez médiéval, un plan circulaire avec un mur d'enceinte et l'on pouvait voir le paysage de loin puisqu'on est sur un promontoire. Ici, on est vraiment au cœur du village, donc autour du cercle. Et même la halle, le lieu où s'établissait le marché, en fait, est circulaire.
Parmi les témoins de cet âge d'or, l'église du village. En cours de restauration depuis 20 ans, le monument devrait bientôt rouvrir ses portes. Le chœur a retrouvé toute sa splendeur. Pendant 3 ans, Flavie a travaillé à la restauration de ses vitraux. Ce matin, elle vient réaliser les dernières retouches de peinture sur les triomphes de Pétrarque, le trésor de la collection. Un vitrail inspiré du célèbre poème d'amour de l'humaniste italien, composé au XIVe siècle. Son thème, surprenant dans une église, suscite la curiosité et l'émerveillement depuis toujours. C'est vraiment un vitrail extraordinaire, puisqu'il n'existe qu'à un seul exemplaire dans le monde. On a peu d'éléments. On sait juste qui était la donatrice. Donc c'est une femme qui la commande pour la mort de son mari. Là, on est vraiment dans une femme qui prend l'initiative d'une œuvre très originale et en plus une œuvre profane détournée. Le thème profane, comme ça, récupéré par l'Église, c'est vraiment rare. On a cette fraîcheur, en fait, des rébus, avec l'amour qui est aveugle et sourd. Donc, il a une couronne de fleurs sur les yeux. La renommée, qui est vraiment extraordinairement belle, avec son chapeau de nuée. Et la renommée se fait de bouche à oreille. Donc, on a vraiment, sur son chemisier, des petites écailles avec des yeux, des bouches et des oreilles. La chasteté a une cruche d'eau, grâce à laquelle elle éteint les feux de l'amour, et elle a un petit lien vert pour ligoter amour une fois qu'elle l'a écrasé. On est vraiment dans une iconographie très riche pour illustrer en fait la voie vers le salut. Flavie est aussi peintre sur verre. Pour combler le vide à droite des triomphes de Pétrarque, elle doit encore réaliser un vitrail contemporain de sa propre création. Vas-y. De retour dans son atelier, elle s'attelle à cet immense vitrail de plus de 7 mètres de haut. Voilà. Son idée, réinterpréter une œuvre ancienne du XVIe siècle sous la forme de décors tout en fleurs et feuillages. Flavie a choisi d'utiliser des couleurs traditionnelles de peinture sur verre, comme le jaune d'argent, inventé au XIVe siècle, à partir d'ocre rouge et de sel d'argent, et qui se révèle à la cuisson. Ou encore, la technique de la grisaille. Alors, je prépare la grisaille. La grisaille, c'est une peinture avec laquelle on peint sur le verre depuis le 5e siècle. Donc, elle est utilisée pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui. C'est une peinture qui est mate et opaque, qui est faite pour arrêter la lumière et être vue en contre-jour. C'est-à-dire qu'on met un aplat en peinture sur verre et après, on vient gratter. On vient gratter avec des plumes. Vous voyez, la plume va arracher un peu de grisaille et créer un petit réseau d'enlevés parallèles très fins qui vont permettre à la lumière de vibrer. La création, il y a toujours un risque parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça donnera. Là, on est sur la table lumineuse. Après, ça sera dans une architecture avec une autre lumière. Donc, il y a toujours une prise de risque qui est assez grande et ça fait toujours un peu peur. Nous retrouverons Flavie à Hervy-le-Châtel dans 15 jours pour la pose de sa création. La Champagne est une terre de tradition gastronomique. Aux portes de Reims se trouve le restaurant le plus prestigieux de la région, l'Assiette champenoise. À sa tête, le chef Arnaud Lallemand.
À la suite de son père, il est devenu le porte-étendard de ce riche terroir. Ça marche 5 couverts, 5 émotions. Avec curry, Saint-Jacques, caviar, homard, brésil, barbu, ravioles de bœuf et poularde. Oui. En 2014, il décroche sa 3e étoile grâce à une cuisine qui sublime sa région. Entre ses mains, un plat traditionnel devient une assiette raffinée en hommage à ses origines. C'est le plat de bienvenue, en fait, dans la maison. C'est la potée champenoise et on a fait l'extraction maximum de toute la potée. Au départ, on a une cocotte noire où dedans, on a la poitrine, les carottes, des navets, du chou. Ça cuit à petit feu, comme ça, pendant plusieurs heures, pour vraiment avoir un maximum de concentration de saveur. Une fois refroidi, on a gardé tous nos ingrédients séparément. Et après, on les a remontés comme ça, pour vraiment avoir comme un millefeuille de potée champenoise. Et le bouillon qu'on avait dans la cocotte, on l'a gardé, on l'a mis en petits pichets comme ça. Et en salle, on va vous le servir comme ça. Voilà, ça c'est la Champagne. C'est même pas que c'est important d'avoir un enracinement champenois, c'est que c'est logique. Moi, la Champagne m'a tout donné depuis 46 ans. Donc c'est à moi aussi de jouer la carte de la Champagne. Et c'est super important. Depuis l'âge d'1 an, mes parents ont un restaurant. Et on a toujours notre appartement au-dessus de la cuisine. Et on ira avec 5 barbus. J'entendais mon père annoncer les bons, envoyer les plats. Où les planchers sont en bois, il y avait toutes les odeurs qui traversaient le bois. Et c'était quelque chose qui me passionnait déjà à ce moment-là. Donc c'est même pas une éducation, c'est vraiment une passion, un amour de ce que j'ai vécu depuis tout petit. C'est bon ? Depuis, Arnaud se consacre exclusivement à son restaurant rémois. C'est là qu'il travaille des produits d'exception en association recherchée. Caviar et harengs fumés, barbu, oignons confits et vermouth, curry vert et céleri. Son plat signature est le homard bleu pomme de terre, en hommage à son père. Voilà, c'est tout en gourmandise. C'était à l'époque où papa, ils étaient ouverts tous les jours, toute l'année. Ils avaient juste le 24 décembre au soir où ils ne travaillaient pas. Et du coup, dans la journée, ils préparaient une cocotte en fonte avec 2-3 pièces de homard, 4-5 pommes de terre et une sauce paprika. Et tout ça cuisait ensemble. Et quand papa est parti à l'âge de 50 ans en 2002, j'ai eu envie de remettre un plat à lui à la carte, mais pas un plat qu'il avait fait au restaurant, un plat qui nous racontait une histoire de famille. Et c'est cette histoire de famille que je veux raconter à mes convives au jour le jour. À plusieurs reprises dans la saison, Arnaud renouvelle sa carte. En ce début d'automne, il est à la recherche de saveurs différentes. Il se rend chez un de ses producteurs, à 25 km de Reims. Les couleurs du vignoble stimulent déjà son imagination. Là, ce que j'aime partager, là où on est en plein dedans, c'est le vignoble, c'est les vignes. Et ce que je ressens dans mon paysage de tous les jours, en circulant dans ma région et tout, je veux le retrouver dans ma cuisine. C'est le plus important. Tu peux pas te lever le matin en regardant tes vignes en automne et puis arriver dans ta cuisine et faire un plat d'été. C'est inconcevable. On est en octobre, les premiers choux frisés qu'on cuit en embeurré, c'est super bon, quoi. Ouais, il faut vivre le produit quand il est là. Donc on va commencer à travailler un peu la laitue braisée, la betterave. C'est excitant, quoi. On va voir un peu les panais ? Allez. Arnaud Lallemand travaille depuis 10 ans avec Benoît Deloffre, un spécialiste des mini-légumes, partenaire de nombreux chefs étoilés. Il faut que tu goûtes ça. Surtout moi, céleri, c'est mes légumes préférés. Cette année, le maraîcher a pris un risque en cultivant des céleris de manière très surprenante. Il est en terre depuis fin mai. Et puis, l'été est arrivé, malgré la canicule. On les a laissés dans l'herbe, sans eau. Tiens, goûte à ça, tu vois. Oh l'odeur que ça a, quand même. C'est un truc... Regarde la texture. Tu sais, souvent, c'est mousseux à l'intérieur. Là, ça ne l'est pas du tout. Oh. Et en fait, plus le produit en bave souffre un petit peu, et plus ça va être un concentré de goût, en fait. Le céleri a mis plus de 4 mois à arriver à maturité, comme les légumes de taille habituelle. Et là, on a un résultat, c'est... J'ai jamais goûté ça encore.
On est sur un produit d'exception parce que sur une toute petite portion comme ça de céleri, on arrive à avoir 10 fois plus de goût que sur des gros céleri boules, quoi. Je veux dire, c'est un truc de dingue. Et on sent que là, le légume a souffert pour arriver à sortir de terre. Il a souffert pour arriver là où il en est aujourd'hui. Mais de cette souffrance-là, il a été chercher le meilleur de lui-même et le meilleur de la terre. Papa, ça va? Chez les Deloffre, on est maraîcher depuis plusieurs générations. Ils sont beaux les choux. Tu nous en coupes un? Avec son père, Benoît cultive aussi des légumes de taille classique dans les règles de l'art. Moi, comme il est beau. Et jaune à l'intérieur. Ça, c'est le top du chou. Vous pouvez le couper en deux, coupez-le en deux, vous allez voir. Moi, ça. Ah, mais ça, c'est... Elle est exceptionnelle parce qu'il est tendre et ferme à la fois. Ouais. Même la moelle, elle est bonne. C'est top. Ah ouais, c'est génial. Ah. Oh là là. Ça, avec un bambou de lin. Ça, avec une Saint-Jacques. Ah, Tu sais, légèrement émincé comme ça, Ah, je ne sais pas. au dernier moment. En fait, on est à la recherche de la même chose, lui et moi. L'idée, c'est de travailler pour avoir le meilleur. Et c'est super motivant d'avoir quelqu'un comme Arnaud qui nous dit, tiens, voilà, là-dessus, peut-être qu'on pourrait avoir peut-être plus de texture ou peut-être plus d'acidité. Et comment est-ce qu'on pourrait le travailler? Et en fait, on avance à chaque fois. En fin de journée, Benoît se rend au cœur de son village. Derrière une porte discrète, il cultive un trésor végétal. À l'abri de la lumière, dans cette ancienne cave à champagne, des endives d'une qualité rare poussent selon une technique traditionnelle, dans du sable. alors là, je plante mes racines d'endives. On met du bon sable, on plaque bien les endives, on les serre bien l'une contre l'autre. Et puis, à partir de là, ben, après, vous voyez, je gopte comme ça. Hein, voilà. Faut bien que le sable rentre dedans, qu'on ne voie plus les racines. Et après, je vais noyer mes endives. Je les noie. À glouille d'eau, hein. Et puis à partir de là, c'est fini. Ils n'auront plus jamais un brin d'eau jusqu'à la fin. Voilà. On est exactement à l'opposé des cultures d'endives qui se font actuellement, parce qu'en fait, on a 98% de la production en France au minimum qui est poussée dans l'eau. L'autre secret des endives de la famille Deloffre, c'est le temps de croissance. Sans eau, elles arrivent à maturité en 5 semaines. Concrètement, en endiverie, ça met 19 jours, donc un peu plus de 2 semaines. Là, celles qui ont 2 semaines, elles sont là-bas. Vous voyez? Et ça, si on les avait plantées dans l'eau, elles seraient déjà à cette taille-là. Bon, ben voilà, on y est. Une première de l'année. Oh, c'est très bon. Ça a quel goût alors, justement? C'est très frais, très doux. C'est une belle longueur en bouche avec un goût de noisette. Franchement, zéro amertume. Non, c'est top. Exactement ce que je voulais. Pour les chefs étoilés, ce qui est fantastique, c'est que, mis à part si votre grand-mère en fait pousser à la maison, avoir une qualité pareille, c'est quasiment impossible. Pendant ce temps, dans son restaurant, Arnaud Lallemand poursuit ses recherches de nouvelles saveurs d'automne. On goûte. Salut Christophe. Bonjour Arnaud, ça va? Il a sollicité Christophe Zunic, son boulanger compagnon du devoir, pour inventer un pain aux saveurs inattendues. Waouh. Il est parfumé aux algues et au plancton. Oh, cette couleur, cette odeur. Là, on a vraiment l'acidité iodée, là. Tiens. Moi, je découvre aussi parce que c'est la première fois que je le vois couper. On l'a fait cette nuit. C'est quand même une lourde responsabilité de ne pas décevoir Arnaud, d'être régulier tous les jours. Tu sens les algues? Oui, on sent les algues et le plancton qui arrive vraiment à la fin. Tu sais ce que ça rappelle? Quand tu manges des huîtres et que tu prends ton pain qu'il y a toujours avec les huîtres et que tu le mets un peu dans le jus de l'huître. Voilà, tu trempes dans le jus de l'huître, on a vraiment ce résultat-là.
On est sur des pains 3 étoiles, quoi. Des pains de l'excellence. Le pain fait partie intégrante de la qualité d'une maison, fait partie intégrante de notre service. C'est la première chose qu'on mange quand on est installé à table, c'est la première chose qu'on goûte et tout. Et si demain son pain ne mérite pas 3 étoiles, je remets en péril aussi ma 3e étoile. Arnaud veut tester ce nouveau pain avec 2 sauces. L'une au coquillage, l'autre au noyer prat, un apéritif traditionnel. Moi, j'hésite entre les deux, là. C'est pas évident, hein. Là, on a l'iode, là, on a l'amertume. Et dans les 2 cas, ça marche super bien. Bon, voilà. Maintenant, on verra avec un plat fini. Ce pain pourrait bien accompagner la nouvelle recette qu'Arnaud a imaginée chez le maraîcher. Le chou et la Saint-Jacques. Ça fait 15 jours qu'on travaille comme des malades dessus depuis la pêche de la Saint-Jacques. Et là, aujourd'hui, on fait un dernier essai. C'est la dernière fois que je goûte. Et ce soir, on essaye en grandeur nature. Et ma première testeuse, c'est ma femme. Tu goûtes? Elle n'est pas du métier, elle va pas analyser, voir si la Saint-Jacques, elle est bien croustillante, si elle est bien ferme, si elle est ci, si elle est ça et tout. Elle va juste te dire, ah ouais, c'est super bon, ou ah non, ça marche pas. Donc, Elle est délicieuse. Délicieuse. Ah ouais. Comme diraient les garçons, c'est une tuerie. La coquille Saint-Jacques a passé le test. Arnaud doit aussi goûter de nouveaux vins. Dans une semaine, il se rendra dans une des maisons de champagne les plus réputées pour une dégustation exceptionnelle. Au sud de l'Aube, nous retrouvons Flavie Serrière, maître verrier à Troyes. Elle a rendez-vous à l'église d'Hervy-le-Châtel pour poser son vitrail contemporain qu'elle vient tout juste d'achever. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ces paysages, ce sont les monts très doux, les courbes assez douces, tantôt avec de la forêt, tantôt avec des champs. Il y a une agriculture comme ça qui est encore très, très présente et très vivante. Et puis, lorsqu'on arrive dans les petits villages, on a ce patrimoine exceptionnel, un peu caché au creux du vallon. Et c'est ça, je trouve, qui fait toute la réjouissance de la promenade champenoise. Avant de se rendre sur son chantier, Flavie tient à nous montrer l'un des joyaux du beau XVIe siècle champenois. Un âge d'or pour la région, où tous les arts sont à leur apogée. Pour elle, ces visites sont souvent liées à des souvenirs d'enfance. Nous arrivons à Chaours, qui est un village toujours en Champagne méridionale, pas très loin d'Hervy. Nous y venions le dimanche pour aller soit aux champignons, soit au muguet, dans la forêt. Et puis en revenant, on allait visiter l'église et particulièrement, en fait, il y a une statue extrêmement importante. C'est vraiment toute la magnificence de la Renaissance champenoise au XVIe siècle. Cette célèbre sculpture se trouve dans une crypte semi-enterrée de l'église de Chaours. Elle représente une mise au tombeau du Christ, exécutée par un artiste inconnu, surnommé plus tard le maître de Chaours. C'est vraiment une œuvre magistrale qui est un peu plus de l'échelle 1. Donc tout est un peu plus grand que nous. Et on a vraiment l'impression, quand on arrive, de déranger une scène mortuaire. Je trouve qu'il y a une intimité qui se dégage de la scène qui est vraiment incroyable, avec des jeux de lumière, la Vierge avec Saint Jean qui regarde le Christ mort. L'idée, c'était de faire vivre aux gens en fait une dévotion. C'était pour qu'ils sentent en fait tout le poids de la mort et de la tristesse, et on voit tous ces visages affligés, cette retenue en même temps. Donc là, il y a un côté vraiment très réaliste qui était une des marques du maître de Chaours. Et la lumière va jouer comme ça sur cette œuvre en 3 dimensions.
Et c'est ce qui me semble vraiment le lien avec le vitrail, puisque dans les deux cas, c'est une théâtralisation de l'architecture, avec le lien, c'est vraiment la lumière. Flavie arrive maintenant à Hervy-le-Châtel pour terminer sa mission. C'est pour elle la fin d'un chantier de près de 3 ans. Avec son équipe, elle commence par monter les derniers panneaux du vitrail du XVIe siècle qu'elle a restauré. Tu le tiens? Oui, je le vois. Ok, je calme ma main. Très concentrés, les artisans se passent les verres un à un, à travers le plancher de l'échafaudage. Je lâche? Oui. C'est toujours un peu stressant de monter les panneaux dans un échafaudage. Ça reste des œuvres assez fragiles, des panneaux assez grands du XVIe siècle, avec des verres très fins, une couche picturale assez remarquable. Donc il faut vraiment faire très attention lorsqu'on se les passe d'étage en étage. On le recentre. Là, c'est les plombs qui sont trop larges, je pense. C'est bon. C'est bon? Ouais, je tiens tout. Tu tiens l'ensemble? Ouais. La lancette ancienne est posée, donc là, il n'y a plus de danger que ça tombe, donc tout va bien. Là, on a vraiment redonné de la lisibilité à l'œuvre. C'était une œuvre qui était déjà très sale, donc on avait perdu le côté très transparent. Donc en nettoyant, on retrouve les transparences, le verre 16e, qui est encore en très bon état. Et puis, il y avait de nombreux plombs de casse. Donc un plomb de casse, c'est un plomb qui a été mis pour réparer 2 pièces de verre. Donc pour éviter cela, on coule une résine de comblement que l'on va venir retoucher. Et donc ici, cette pièce, par exemple, toute sa robe était rayée par des plombs de casse. Donc l'idée générale, c'est vraiment que le spectateur qui est en bas va pouvoir relire l'œuvre et pouvoir en profiter et se délecter de sa beauté. Flavie doit maintenant poser les panneaux du vitrail contemporain qu'elle vient de terminer, à côté des triomphes de Pétrarque, le chef-d'œuvre de l'église. Voilà. C'est bon, c'est parfait. Là, c'est la première fois que je vois la baie qui se déploie dans sa fenêtre, à sa place. Et c'est toujours un peu stressant, dans la mesure où il faut que la lumière s'équilibre parfaitement avec la lancette qu'il a de l'autre côté. Il faut que les jaunes d'argent soient de la bonne teinte, que les grisailles filtrent la lumière de la même façon. Donc c'est vraiment un jeu assez périlleux. Après, il faut voir du bas. Flavie a créé pour l'église plusieurs autres œuvres contemporaines éblouissantes, comme cette manne céleste en grisaille et jaune d'argent. On a des endroits très transparents qui laissent passer la lumière et où le verre est mis à nu. Et puis des endroits plus opaques où on a les cercles noirs qui viennent vraiment arrêter la lumière. Et donc ça crée cette vibration comme ça scintillante. Vu les œuvres extraordinaires qu'il y a dans cette église, il fallait une création modeste. C'est pas l'ego d'un artiste, c'est vraiment un accompagnement global de l'église. Grâce au talent de Flavie, après 20 ans de travaux, les habitants vont enfin pouvoir retrouver leur église et tous ses chefs-d'œuvre restaurés. Moi, j'avais toujours connu, mais comme tous les gens, l'église avec des étais et pas de sol, avec vraiment de la terre. Et donc, on passe d'un bâtiment presque en ruine à un bâtiment qui retrouve son ampleur et tout son émerveillement architectural.
Au cœur du vignoble, le chef Arnaud Lallemand a pris la route pour un moment rare. Il va déguster le dernier millésime d'un des vins les plus recherchés de Champagne, le Clos du Mesnil de la maison Krug. Pour l'occasion, il emmène son fils Brice, cuisinier lui aussi. Bah, tu vois, la première fois que je suis allé au Clos du Mesnil, c'était en 98, donc j'avais 24 ans. Ah bah là, tu vas, la première fois, t'as 21 ans. Voilà. Moi j'adore ça, puis en plus ça permet il me fait découvrir la Champagne, il me fait découvrir, donc dans ce cas-là c'est une grande maison. Puis papa il nous a toujours éduqués, moi et mon frère, dans le sens de on est champenois, la Champagne c'est connu internationalement, donc il faut savoir ce qu'il y a dans une bouteille de champagne, comment c'est fait, et les gens qui sont derrière ça en fait. Quand on est cuisinier dans une région viticole, c'est toujours regarder la vigne la plus proche du restaurant où je me trouve, elle est où? Quel est le vin qu'on fait? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce vin-là? Est-ce que je fais des plats avec le vin ou est-ce que je fais des plats qui vont sur le vin? Est-ce que je fais les deux? Il y a toute une remise en question par rapport à la région viticole où on se trouve. Le Clos du Mesnil, au cœur du village, est une des parcelles les plus réputées du vignoble de Champagne. Depuis la fin du XVIIe siècle, des vignes poussent sur ce terrain exceptionnel pour produire un vin convoité par les amateurs du monde entier. Regarde là, t'as un peu de raisin. T'as peut-être un grain qui n'était pas mûr il y a un mois. Ça, c'est une des parties les plus anciennes du Clos du Mesnil. Ok. Olivier Krug est le représentant de la 6e génération de la célèbre famille. Ici, on est sur une espèce de butte de craie au milieu du village. Et puis, on est exposé sud-est, donc on bénéficie du meilleur soleil. On est protégé des vents dominants par la colline et par le village. Donc, il y a un effet microclimat. Ça coche toutes les cases. Alors, voilà la plaque originelle qui dit qu'en l'an 1698, la vigne a été plantée et entourée de murs ici. 3 siècles plus tard, la cuvée du Clos du Mesnil est l'une des plus cotées de la région. Elle est issue uniquement de cette parcelle, contrairement à la plupart des champagnes, composés d'assemblages. Merci. Ce vin a été vendangé en 2006, car ces cuvées si précieuses sont vieillies au moins 14 ans avant d'être servies. On se rend compte, il y a 14 ans, on a vendangé cette vigne, on a isolé les raisins, on a isolé les vins. Pour moi, c'est une des plus belles illustrations de la vision de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Il faut se souvenir qu'il avait dit qu'on ne pourrait pas faire un grand champagne tous les ans si on n'était pas obsédé par la précision du terroir. Et ici, on est typiquement dans ce qu'on peut appeler la précision du terroir, puisqu'on a un champagne qui est fait d'un seul raisin, le chardonnay, d'une seule parcelle et d'une seule année. Tout ce qui est lieu rempli d'histoires comme ça, c'est une émotion. Il y a quelque chose qui nous envahit, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Rien que d'être là, vous entendez les cloches, vous voyez la vigne, il y a un rayon de soleil. C'est extraordinaire, quoi. Déjà rien que ça. C'est en 1843, en plein âge d'or du champagne, que Joseph Krug crée sa maison, avec une idée novatrice. Ne produire que des cuvées de prestige, selon des critères rigoureux. Son fils construira quelques années plus tard, au cœur de Reims, un ensemble où habitations et bâtiments viticoles sont réunis, selon l'usage de l'époque. Aujourd'hui encore, c'est ici qu'est élaboré ce vin remarquable. C'est dans cette maison que j'ai grandi, entouré de mes grands-parents et de mes oncles, tantes et cousines. Donc c'était un endroit de vie familiale juste à côté des caves de la maison. Dans le cellier d'origine, Olivier retrouve Julie Caville, la chef de cave, une des célébrités de la Champagne. Ancienne publicitaire, elle se reconvertit par passion à l'œnologie en 2002. Son talent hors du commun la propulse en quelques années au sommet d'une des maisons les plus exigeantes. Ils sont très clairs déjà.
Petits agrumes un petit peu mûrs, mais... Petite touche mielée. Aujourd'hui, il découvre les vins vendangés il y a quelques semaines seulement. Croquer dans l'agrume. Ici, vous voyez, on est entouré de ces 270 à 280 vins différents qui sont dans plus de 4000 petits fûts de chêne individuels pour préserver la typicité, le caractère de chacune de nos parcelles. Et c'est ce qu'on cherche à obtenir. On cherche à cultiver ces différences-là pour justement avoir cette palette très contrastée de textures, de couleurs, de saveurs. Et donc, on va les déguster, 15 échantillons par jour, tous les jours pendant 5 mois. Et au terme de ces 5 mois d'audition, finalement, de tous ces musiciens de la vendange 2020, on pourra enfin trouver l'assemblage, l'orchestration finale et donner naissance à nos futures cuvées. Ces vins de l'année seront assemblés avec d'autres, issus de vendanges précédentes. Ils sont jalousement conservés 2 étages plus bas. On se trouve ici dans finalement une bibliothèque de 150 vins issus de 15 années de vendanges différentes. On appelle ça la bibliothèque de vins de réserve, qui vont nous permettre d'enrichir, d'épaissir nos assemblages. Donc, par exemple, si une année, on a eu une année au climat chaud, avec des fruits mûrs assez amples, on va aller chercher dans cette bibliothèque des années, des parcelles capables de ramener plutôt de l'agrume vif, de la longueur, de la fraîcheur, du cristallin. Voilà. J'ai à la fin à peu près 4000 notes de dégustation pour recréer nos assemblages chaque année. Après l'assemblage, le vin mis en bouteille vieillit pendant 7 ans minimum. Et c'est alors qu'il devient pétillant. Ici, on effectue encore une partie du remuage à la main. Une opération qui permet d'évacuer les dépôts du vin. C'est un luxe extraordinaire de pouvoir faire le choix de l'excellence à chaque étape, parce que ce qui fait de ces flacons, des cuvées de prestige, c'est vraiment une somme de détails à chaque instant du process et une somme de tous ces choix qui sont pas forcément les plus faciles, mais qui vont pouvoir donner naissance à ces cuvées de prestige. Olivier nous ouvre les portes du trésor de la maison. C'est le caveau dans lequel on ne met pratiquement jamais les pieds, où nous retrouvons les dernières bouteilles les plus rares et les plus anciennes de la maison. C'est rempli d'histoire, c'est formidable. De la guerre au 19e siècle à des millésimes plus récents. C'est bien sûr extrêmement précieux, c'est très rare, on n'est pas habitué à voir des vieux champagnes, mais les vieux champagnes sont comme les grands vins, ils se bonifient avec le temps. Alors récemment, j'ai eu la chance extraordinaire de déguster une bouteille de 1915, une des 4 dernières bouteilles d'un champagne produit par mon arrière-grand-mère, Jeanne Krug. C'est un moment extraordinaire. Il y avait un silence intégral. Le bouchon s'est tourné et a chuchoté. On savait que le vin était vivant. On l'a servi, il y avait une couleur or incroyable, des arômes concentrés, d'abricots, une fraîcheur, un peu d'épices, une touche de cumin. Et en bouche, je suis même incapable de vous décrire tellement c'était bon. Ce champagne, un siècle plus tard, était encore complètement vivant. À Reims, comme à Épernay, les anciens hôtels particuliers des grands négociants retrouvent leur magnificence. C'est le cas de la Villa Demoiselle, chef-d'œuvre de l'Art Nouveau. Construite en 1908 pour le directeur de la maison Pommery, elle était à l'abandon depuis les années 70. L'édifice a récemment rouvert ses portes après 4 ans de travaux colossaux. Bruno Hérault, menuisier et compagnon du devoir, a travaillé pendant 3 ans sur ce projet de restauration qui a marqué sa carrière. Alors là, on arrive dans le hall d'accueil de la villa. Alors c'est très exceptionnel d'avoir un hall de cette taille-là dans un lieu privé. À l'époque, ça n'existe pas. Voilà.
La première fois qu'on a mis les pieds dans la villa, les fenêtres étaient murées. C'était sombre, ça faisait presque une maison hantée, ça faisait peur, hein, les murs tagués, les boiseries par terre. Par exemple, ici, il ne restait plus que la boiserie du milieu, l'encadrement de la porte. Et de chaque côté, il n'y avait plus rien, plus de vitraux, plus de meubles non plus. Et on a dû retravailler à partir de photos d'existants pour redessiner chaque console, chaque détail. Et on a refabriqué des outils spécifiques qu'ils avaient utilisés pour faire ça. Les nouveaux propriétaires de la villa, les Champagne Wranken, dépêchent à son chevet les meilleurs artisans locaux. Papier peint au pochoir et à la feuille d'or, vitraux, tapisserie en cuir de Cordoue. Tous les éléments de décor sont restitués à l'identique grâce à des photos d'époque. Pour recréer l'atmosphère de ces années-là, ils parcourent aussi les salles de vente et retrouvent des pièces de mobilier d'exception, estampillées Art Nouveau. Comme cette incroyable cheminée en bois sculpté. Là, on découvre la cheminée qui a été réalisée pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. Ce qui est magnifique ici, c'est le détail des ombelles qui sont les fleurs qu'on voit ici ou des acanthes qui sont sculptées là. C'est vraiment un travail magnifique. La porte là qui, elle, est cintrée en plan et en élévation au niveau de sa mouluration et des sculptures. Pour un ébéniste, c'est quelque chose d'extra. Il y a un autre détail dans cette pièce, c'est la porte coulissante qui coulisse en simultané. Et elle a la particularité de ne pas avoir ni de guide en haut, ni de guide en bas. Et lorsque on la ferme, vous voyez, les deux parties fonctionnent, mais on n'est pas du tout guidé en haut ou en bas. Voilà. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'à l'époque, le mécanisme se trouve à l'intérieur des cloisons. C'est une sorte de porte-à-galandage ultra moderne, mais qui date du début XXe. Pièce majeure de la maison, l'escalier en frêne massif a été entièrement restauré par Bruno, meilleur ouvrier de France, et son équipe. Au-dessus, une autre pièce d'exception. Cet immense lustre de 10 mètres de haut, avec ses globes en opaline. Alors là, on arrive dans la chambre de madame. Donc, les boiseries qui sont sur les murs, qui sont peintes, étaient les boiseries d'origine. Alors, il n'y en avait presque plus en bon état et on a tout refabriqué. Et on est donc là, sous la toiture. Et dans une tourelle, on a pu dissimuler une petite salle de bain magnifique, tout en marbre, avec la baignoire au bout. C'est vraiment exceptionnel. Pour nous, c'était une vraie aventure, cette restauration. On est parti d'un squat pour en faire l'aboutissement d'une maison luxueuse. Heureusement qu'on a des réalisations comme celle-ci pour pouvoir continuer à exercer nos métiers et à faire perdurer les savoir-faire. Donc, s'il y a une demande, on peut continuer à former des apprentis et à avoir des ouvriers d'exception. Bruno Hérault travaille actuellement sur une autre restauration d'envergure au nord de Reims, l'hôtel Mignot. Il a été bâti en 1911 pour l'industriel Édouard Mignot et sa famille. Fondateur des comptoirs français, il fait partie des pionniers de la distribution moderne, avec son concept de succursale. Il s'oriente également vers le commerce du champagne et devient directeur de la maison Heidsieck Monopole. Sa fortune faite,
il s'installe sur le tout nouveau boulevard Lundy et se fait construire une demeure luxueuse à la hauteur de sa réussite sociale. 100 ans plus tard, l'hôtel Mignot retrouve sa vocation d'origine. Racheté par les propriétaires des champagnes Piper Heidsieck, il est destiné à l'accueil de leurs invités de prestige. Dans le grand salon, Bruno Hérault et son équipe s'occupent de la pose du parquet Versailles. Donc les parties neutres. En fait, vous voyez, les carrés qui forment le parquet, c'est ça. Ça s'emboîte comme ça, et c'est ce qui forme le parquet. C'est un puzzle. Voilà. Le parquet Versailles, c'est typique 18e siècle. Hein. Versailles, c'est Versailles. La Galerie des Glaces, c'est que du parquet Versailles. C'est vraiment pour ce château qu'on a dessiné ce parquet extrêmement chic, où il y a beaucoup de main-d'œuvre. Il doit être fabriqué à la demande. C'est vrai que notre choix de parquet, ça n'est que du premier choix. Il n'y a pas un seul défaut, pas un seul petit nœud. J'espère qu'on est largement dans le même fil d'excellence, puisque c'est quand même tout ce qui est recherché dans tous les décors qui sont posés ici. C'est l'art à la française. Donc aujourd'hui, à nous d'être à la hauteur pour remettre en œuvre tous ces travaux avec la même exigence et la même qualité. Parmi les pièces d'origine qui ont pu être sauvées et restaurées, l'ancien boudoir de Madame. Ces décors peints, de style Louis XVI, s'inspirent de ceux du château de Fontainebleau et de Versailles. Le projet de restauration est suivi par une jeune architecte, Florence Lecalais. On arrive dans la salle à manger, qui est une pièce qui a encore toutes ses boiseries d'origine. Donc on est en train de les restaurer. Là, on est plutôt en style Louis XV, un peu chargé, avec des coquilles, quelque chose avec beaucoup d'entrelacs, avec des bois sombres. On va venir réégayer et moderniser avec le mobilier qui va venir, avec une grande table en marbre qui va venir prendre toute la place. Là, on a l'occasion d'avoir des menuisiers d'exception, on a des sculpteurs sur bois. Enfin, on a un petit projet, on a un condensé d'entreprise avec un savoir-faire incroyable et c'est hyper agréable pour un architecte de travailler dans ce contexte parce qu'on apprend plein de choses. À l'extérieur, Florence retrouve les ferronniers du château Perrier, missionnés pour une autre opération d'envergure. Bon, bah, c'est un bel ouvrage. Ouais, c'est pas mal. Ça représente quand même 4 à 5 mois de boulot à une personne. Ah ouais. Leur défi du jour, poser un beau window monumental sur la façade, malgré la pluie qui tombe à verse. Ce sont des conditions de chantier. Malheureusement, on n'a pas toujours du soleil quand on travaille à l'extérieur. Donc là, effectivement, ce ne sont pas des conditions idéales, mais mes compagnons sont bien équipés et ça va se passer sans problème. Vas-y, tourne. Vas-y encore. Hop. Télescope. Détruit pendant la Première Guerre mondiale, le beau window d'origine a disparu. Les ferronniers ont dû fabriquer en atelier une toute nouvelle pièce à partir des archives disponibles. Attention en haut, monsieur. Stop. Ce qui est difficile, c'est que la façade, elle est finie. Donc il ne faut pas la choquer, il ne faut pas l'abîmer. C'est-à-dire que là, on travaille vraiment au centimètre avec l'encombrement du châssis dans l'échafaudage. Stop, stop. Voilà, vas-y, c'est bon alors, Romain. Vas-y, tourne encore. Voilà. Ouais, là, il est en place, là, normalement. C'est bon, là, On est toujours ravis de voir un ouvrage comme ça qu'on a dessiné se mettre en place et prendre corps dans un bâtiment. Et vraiment, ça change la façade et on est ravis. Ça va être très beau. C'est une forme de fenêtre qu'on voit beaucoup au début du XXe siècle, hein, avec toute la période Art Nouveau qui vient magnifier la nature, où on vient ouvrir les façades sur le jardin. Et ça va vraiment apporter une grande respiration dans cette belle pièce qui sera à l'intérieur. C'est très gratifiant de voir qu'on arrive à conserver des choses qui ont été créées, qui étaient là à la construction du bâtiment, et d'arriver à les magnifier pour qu'elles reprennent vie et qu'elles soient de nouveau les pièces maîtresses d'un lieu déjà chargé d'histoire, et puis pour une nouvelle histoire qui continue.
Le jour se lève sur le lac du Der, un des plus grands lacs artificiels d'Europe, à une centaine de kilomètres de Reims. En ce mois de novembre, se déroule tous les matins un événement incontournable pour les passionnés de photos animalières. Nous y retrouvons Pascal Bourguignon, dont c'est une des spécialités. On va assister au lever des grues, là. C'est excellent, on a une belle journée, une belle lumière. Puis on va les avoir pile dans le lever du soleil, là, comme actuellement. Là, elles sont juste au-dessus de la couche orange. C'est super joli. Très, très beau. Ça attire beaucoup de photographes, dont des photographes très connus, internationaux. C'est vraiment un spot très important au niveau européen. Donc c'est un peu le truc incontournable quand on veut photographier la migration des grues cendrées. De mi-octobre à fin février, jusqu'à 300 000 grues cendrées viennent se poser ici. Elles font étape sur le lac du Der au cours de leur migration entre la Scandinavie et le sud de l'Europe. C'est une étape importante parce que le lac, à cette époque-là, il est pratiquement vide, donc elles ont plein d'espace pour se poser. Alors, on n'a pas le droit de pénétrer dans le lac, donc elles sont tranquilles en fait. Et puis aussi parce qu'il y a énormément à manger pour elles. Il y a beaucoup de champs de culture de maïs. Donc dès que les premières lueurs apparaissent, elles sont pressées d'aller manger, donc elles décollent tôt le matin pour aller de l'autre côté du lac, se nourrir, reprendre des forces et puis continuer leur voyage. C'est quand même impressionnant cette ambiance sonore de nature, quoi, en fait. Hein. C'est un brouhaha, c'est vraiment la cacophonie. Elles discutent entre elles, en fait, hein, elles communiquent. Ce rassemblement d'oiseaux là qui crient dans tous les sens, je trouve que c'est aussi fort que les moments du brame. Il y a peu de moments dans la nature où c'est vraiment très bruyant, très intense. Tiens, il y a un beau vol au-dessus du... Il y a quelques nuages qui sont éclairés parce que le soleil va bientôt sortir et les grues qui passent juste au-dessus. Pascal vient ici depuis 40 ans photographier ce spectacle hors du commun. J'ai toujours le même enthousiasme à venir voir ces grues, parce que bon, c'est quand même un spectacle incroyable, mais je cherche d'autres images en fait. Quand on démarre la photo animalière, on veut les voir de tout près, on cherche à faire du gros plan. Et puis aujourd'hui, je cherche plus à mettre en valeur un petit peu ma région. Donc il faut trouver le bon endroit, évidemment la belle lumière, et puis il faut qu'il y ait les grues qui passent dans l'image là où on l'a souhaité. Donc voilà, c'est pas si facile que ça. Un peu plus tard, le soleil est déjà bien levé. Pascal profite de cette très belle journée pour effectuer un vol aux abords du lac du Der. Ce matin, ça a bien gelé et moi j'aime particulièrement les couleurs avec le givre. Elles sont estompées un peu comme une aquarelle toute pastel, tout est léger. Ici, on est dans la Champagne humide, hein, côté vigne, on est dans la Champagne crayeuse. Ici, c'est une région où la terre est très argileuse, donc elle retient énormément l'eau. Donc voilà, ce qui façonne le paysage, c'est ces forêts. Et puis ces étendues d'eau un petit peu partout, à droite, à gauche. À la fin des années 60, le lac du Der est aménagé sur d'anciens marais pour prévenir les inondations de Paris en collectant les eaux de la Marne. L'immense réservoir devient le plus grand lac artificiel de France. Pendant l'été, le plan d'eau se vide progressivement jusqu'à l'automne. Il est alors pratiquement vide. En fait, on ne se rend pas trop compte que là, on est sur un lac énorme parce qu'il y a beaucoup plus de terre que d'eau, en fait. Ce qui est intéressant, c'est toutes ces formes. J'ai très rarement l'habitude de le survoler avec si peu d'eau. Et donc, je peux découvrir des zones vraiment
que je ne vois pas d'habitude. Là, c'est intéressant parce que toutes les bordures des îles sont blanches. Et en fait, ce sont des algues qui ont poussé l'été parce que l'eau est très chaude. Et donc, quand elles sont mises à nu, elles sèchent et elles deviennent toutes blanches. On croirait presque une bordure de neige autour de chaque île. Ça fait une bordure blanche, c'est assez joli. Et alors là, on arrive au-dessus de l'île de Shancock, avec les nuages en suspension au-dessus. C'est vraiment magnifique. L'île de Shancock, aujourd'hui, elle s'appelle aussi l'île aux moutons. Et ben là, on comprend pourquoi. Il y a plein de petites taches blanches en bas. Ce sont des moutons qui sont en train de paître paisiblement. Ça agit un peu comme une tondeuse naturelle. Et donc, ça évite que le milieu se referme et soit emboisé. Donc, c'est bien pour notamment la nidification des oiseaux. En dessous de nous, on peut voir une nuée d'oiseaux qui s'envolent là. Je pense que ce sont des cormorans. Il y a vraiment une très très grande diversité d'oiseaux. Et donc le lac est extrêmement important pour eux. Ici, c'est devenu vraiment le royaume des oiseaux, hein. Pour créer le lac, il a fallu sacrifier 3 villages. De ces communes englouties, il ne reste que quelques vestiges. On arrive sur l'église de Champaubert. Elle était sur une hauteur, donc elle est restée complètement intacte. Et donc elle trône devant le lac. Et là, on voit très bien sur le devant de l'église, en fait, des anciennes fondations des maisons. On voit un carré là, c'était des maisons. On imagine ces petits villages paisibles. C'est des villages il y avait peu d'habitants en fait. Un Shancock, je crois qu'il y avait une 60aine d'habitants. C'est vraiment des tout petits villages. Et donc, quand on survole ces paysages, ben, on pense aux gens qui habitaient là et qui avaient leur ferme. C'est vrai que c'est assez émouvant. Ces villages étaient caractéristiques de la Champagne humide. En s'éloignant du lac, Pascal part survoler des témoignages de cette architecture locale. C'est beau, hein? Ces paysages ont séduit le photographe quand il s'est installé dans la région il y a 40 ans. On arrive au-dessus du village d'Outine. Je suis très content parce que, en fait, Outine, c'est là où j'habite. Et ça fait partie d'un des très très beaux villages de Champagne humide. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la majorité des maisons sont des maisons à pans de bois parce qu'ici, ben, évidemment, il n'y avait pas de pierre, hein. Donc en fait, on construisait des maisons avec donc, la structure en poteaux de chêne et remplissage torchis avec la terre de la région. Ici, les églises ont été aussi construites avec le même matériau. L'intérêt de ce village, c'est que c'est la plus grosse des églises à pans de bois. Elle est d'une taille assez impressionnante. Ça a vraiment un charme particulier, ces églises. Une dizaine de ces églises à pans de bois a été préservée. Un ensemble d'édifices religieux unique en France, construit entre le XVe et le XVIIIe siècle. Je survole l'église de l'Antille. Donc sa particularité, c'est que son clocher notamment est en tavaillon de bois. C'est des petites plaquettes de bois qui remplacent les tuiles. Ça fait partie des plus belles églises à pans de bois de la région. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à l'époque, en fait, toutes les constructions à torchis, pour ne pas montrer que c'était un petit peu rustique, elles étaient recouvertes de crépi. Et aujourd'hui, on valorise tout ça, donc les crépis sont retirés, les pans de bois sont refaits quand ils sont trop abîmés, et vraiment tout ça est mis en valeur. C'est une grande richesse. Pascal termine son vol à une 50aine de kilomètres de là, en Haute-Marne.
Il est au-dessus du massif forestier d'Arc-en-Barrois, intégré au dernier parc national créé en France en 2019. Le parc de forêt de Champagne et Bourgogne. C'est le seul parc qui concerne le milieu forestier. La forêt d'Arc-en-Barrois, c'est une des plus importantes et des plus anciennes forêts de France. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est cette étendue de forêt. C'est que des arbres, des arbres, des arbres à perte de vue. On est gâté vraiment en Champagne parce que ce soit les vignes ou ces zones de forêt, au niveau des couleurs, c'est vraiment le feu d'artifice à l'époque de l'automne. Vraiment, on a une palette de couleurs assez incroyable. Là, ça va du vert foncé sur les sapins et puis des petites touches de jaune qui pigmentent un petit peu cette grande étendue de marron. C'est assez étonnant. Quand le soleil, comme ici, tape sur ces couleurs, c'est vraiment que du bonheur. Retour dans la Marne. Au sud de la montagne de Reims, la forêt s'ouvre sur les vignobles les plus prestigieux de Champagne. Au cœur de ces vignes millénaires se déroule une petite révolution. Après un demi-siècle d'abandon, le fût de bois fait son grand retour pour l'élaboration de cuvées d'exception. Parmi les pionniers de ce mouvement, Jérôme Viard, un tonnelier amoureux des forêts et du vin. Nous sommes à 3 semaines des vendanges. C'est la haute saison pour cet artisan passionné. C'est formidable, on est en pleine effervescence pour ne pas faire de jeu de mots. C'est un moment magnifique pour nous parce que là on a tous les fûts qui partent de la tonnellerie. Chaque fût part dans différents terroirs. On mobilise tout le monde pour pouvoir répondre à cette demande qui est toujours croissante d'année en année. Sur plusieurs kilomètres, une véritable mer de vignes descend ainsi en pente douce jusqu'au petit village des bords de Marne. C'est là, dans les pressoirs et les caves de ces très anciennes cités, que s'élabore le vin le plus célèbre au monde. Jérôme arrive maintenant à Ailly, où l'on produit du vin depuis le IXe siècle. Ailly, c'est un terroir grand cru. C'est le berceau de la Champagne. Derrière ces murs, vous avez des pressoirs, vous avez des vignerons qui sont en train de s'activer en cuverie actuellement. Et là, vous avez le champagne collet, par exemple. Vous avez un petit peu plus loin Deutz, Ayala, Bollinger. Jérôme se rend à la maison Giraud, une maison à part en Champagne, puisqu'ici, on ne vinifie qu'en tonneau. Ce matin, il est venu livrer des fûts de bois remis en état en atelier. Bonjour Sébastien, je te ramène les fûts entretenus comme on avait convenu. La maison Giraud est l'une des pionnières de la renaissance de la tonnellerie en Champagne. En témoigne ce chai de 1000 barriques, fruit de 30 ans de labeur. Un mode d'élevage qui demande un entretien régulier, surtout avant les vendanges. Je vais sentir quand même. C'est Sébastien, le chef de cave, qui veille sur ses trésors. Ah, moi j'adore l'odeur là. Tu sais, ça sent l'abricot, la mirabelle, mais tu sais, quand ça compote là, dans les gamelles en cuivre, là, tu sais, qui étaient martelées, ça sent la confiture de grand-mère, la chaleur. Le bois a gardé les arômes de la vendange précédente. Et le fait de les nettoyer, eh bien, on ramène ces arômes très, très chaleureux de fruits à chair blanche. Voilà, on est dans le rythme. Là.
Le fût, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de soins, bien plus qu'une cuve en inox, parce qu'une cuve en inox, on rentre dedans, on met un coup de karcher et hop, c'est fini. Hein. Mais un fût, c'est pas pareil. Il faut démonter les fûts, les nettoyer et les remonter. Donc tout ça, c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'énergie. Je ne sais pas si tu te souviens, Claude, ce sont des fûts qu'on avait chauffés ensemble la dernière fois à la tonnellerie. Enfin, il y a plusieurs années de ça maintenant. Ça, c'est beau. Il y a 40 ans, alors que toutes les maisons sont passées à la cuve en inox, Claude Giraud, le nouveau directeur de la maison, parie sur le traditionnel fût de chêne. Ils ont 5 ans maintenant. Tous les grands vins de Champagne ont été élevés dans des fûts. Hein, jusque dans les années 50-60, il n'y avait pas de cuve. Et puis après, quand on regarde dans l'histoire, tous les vignobles sont liés à une grande forêt. Grand vin, grande forêt. Tous ces fûts, à 90%, venaient de la forêt d'Argonne. Et donc ça m'a toujours titillé. Pourquoi les anciens faisaient 80 km pour aller chercher leur fût, alors qu'on est au milieu d'un massif forestier. Donc j'ai commencé à travailler sur l'Argonne, j'ai commencé à chercher. C'est une expérience de 30 ans, quoi. Le lendemain, Jérôme et Claude se rendent sur leur lieu de prédilection, la forêt d'Argonne, à une centaine de kilomètres à l'est d'Ailly. C'est là que le tonnelier et le vigneron viennent chercher les chênes les plus intéressants pour la fabrication de leurs fûts. C'est une région agricole et également forestière, où historiquement, tous les tonneliers de Champagne venaient s'approvisionner pour fabriquer leurs fûts. Il y a eu ici jusque 180 tonneliers. C'était vraiment l'activité du pays, quoi. Jusque dans les années 60, tous les fûts de Champagne venaient de la forêt d'Argonne. Si nos tonneliers, historiquement, venaient chercher des chênes en Argonne, c'est qu'il y avait une raison. Et certainement, la raison était avant tout d'avoir des chênes qualitatifs et surtout des chênes qui savaient s'accommoder aux vins de Champagne. Parce qu'on a des vins fins, des vins élégants, et ce qu'on cherche, c'est surtout à privilégier ces saveurs et cette subtilité au niveau de nos vins de Champagne. Et en allant dans ces forêts d'Argonne, on va chercher ces pépites qui vont nous permettre de garder toute cette finesse et cette élégance au niveau des vins. Ce matin, ils doivent repérer les plus beaux spécimens d'arbres. Une opération unique menée en partenariat avec l'Office national des forêts. Voilà un exemple de sujet intéressant. Vous voyez, ce qu'on recherche, en fait, ce sont ces chênes qui vont pousser très haut, très droit, le plus droit possible, où on va retrouver des branches le plus haut en altitude, et puis surtout sans picot, sans nœud. Sur ces chênes-là, on va au moins sortir entre 7 et 8 fûts. Alors, à votre avis, il fait combien de diamètre celui-là? Oh, il en fait bien 80-90. Ah, pas mal, 85. Je vais quand même prendre une deuxième mesure, quand même. 80. 80-85, on va dire qu'il fait 80. Ah ouais. On arrive dans les 200 ans, là. Ouais. Le secret de la qualité de ces chênes réside dans le sol, composé de gaise. Une roche qui n'affleure qu'en Argonne et en Asie centrale. C'est une roche très pauvre, et donc les chênes poussent très doucement. C'est ça qu'on recherche, c'est avoir un développement à moins de 5 mm à l'année, quoi. C'est un peu comme la vigne. Le chêne, il porte son sol et il faut qu'il souffre. Les génies naissent dans la souffrance. Hein. Si c'est trop riche, s'il pousse trop bien, sur le vin, ça ne va rien donner du tout. Le sol, l'exposition, l'âge, la carte d'identité de tous les arbres utilisés à la tonnellerie est enregistrée pour mieux comprendre les interactions entre le bois et le vin. Pas mal, hein? Alors, ça, c'est encore plus imposant que le premier. Là. Ouais. On est sur quelque chose de beaucoup plus imposant. Les arbres qui fléchissent un peu, mais où il y a des belles... Encore une fois, là, c'est une belle qualité de bois pour les fûts. Le chêne, comme la vigne, porte son terroir. Et nous, quand on va sélectionner des chênes pour faire des fûts pour élever le vin, il faut qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait une osmose, il faut qu'il y ait même une dynamique, une synergie, qu'il y ait quelque chose qui se passe. On allie notre savoir-faire, tous les trois, en fonction de ce que savent les uns et les autres, pour essayer d'organiser cette plus belle rencontre.
les vendanges approchent. Il est temps pour Jérôme de retourner à la tonnellerie au nord de Reims. Dès qu'ils sont prélevés, les bois de la forêt d'Argonne doivent être fendus au plus vite. Il ne reste plus que 2 semaines pour construire la trentaine de fûts commandés par la maison Giraud. C'est toujours un émerveillement lorsqu'on voit la fente de l'arbre et on se dit ce cœur a vécu 250 ans. Un arbre qui a vu la bataille de Valmy, qui a vu certainement l'évasion de Louis XVI. Et donc, dans ces grumes d'arbres, on peut retrouver des balles de guerre, on peut retrouver des éclats d'obus, toute une histoire qui vous parle. Jérôme a sauvé la tonnellerie champenoise sur le point de disparaître. Il a pu compter sur Denis Saint-Aromand. Ce meilleur ouvrier de France s'est formé auprès des derniers tonneliers de Champagne. Dès le départ, il a cru au projet contre vents et marées. Beaucoup de gens nous ont pris pour des fous. Ouais, ils sont fous. La tonnerie en Champagne, elle n'a aucun avenir. On ne fait pas de champagne en tonneau. Faux. Il y a un siècle, tous les champagnes étaient faits en tonneau. Il n'y avait pas de cuve. Étape cruciale, la chauffe des fûts est le moment où tout l'art du tonnelier s'exprime. C'est là que se révèle peu à peu les tanins du bois. Les barriques doivent être constamment surveillées, car tout se joue à la minute près. Salut Jérôme. Claude vient assister à cette opération qui se fait en fonction des souhaits du vigneron. Tu vois, on est en train de chauffer tes fûts, là. Donc, ce que je te propose, c'est, comme tous les ans, on se met au-dessus du fût pour ressentir ces différents arômes. Où là, tu vois, on est encore sur le côté un peu pâte de pain frais. On est encore sur la pâte, là, oui. Je pense que quelques minutes suffiront. Quand on chauffe nos fûts, au départ, on est surtout sur ces arômes de bois naturels, c'est-à-dire vanille, noix de coco, clou de girofle, tilleul, épices. Tous ces arômes-là, on les a naturellement dans le bois. Et puis, lorsqu'on va chauffer progressivement notre fût, on va varier sur des arômes de croûte de pain, de brioche chaude, de viennoiserie. La difficulté, trouver le juste équilibre pour que les arômes du bois n'altèrent pas le goût du vin. Le bois, il doit toujours être derrière le vin. Jamais devant, surtout pas, mais même pas à côté, il doit être derrière. Donc ça, c'est la dernière étape qui nous permet de trouver ce positionnement. Donc c'est très important parce qu'à fur et à mesure que les tanins cuisent, on a toute une palette aromatique qui va se développer. Et c'est pour ça que ça se chauffe au nez, parce que c'est comme ça qu'on connaît la maturité des tanins. La tonnellerie, c'est un métier à la fois d'art dans la construction, puis c'est un métier avec beaucoup d'humain. On est dans le vivant, on est dans l'humain. Deux semaines plus tard, c'est l'heure des vendanges en Champagne. Et pour Jérôme, c'est une période intense. Il est tous les jours sur la route pour livrer leurs fûts neufs aux vignerons. Eh bien là, on va chez Claude, au domaine Giraud, pour livrer les fûts qu'on a tout juste terminés hier soir. Alors, les vendanges en Champagne, c'est la fête, c'est la bonne humeur, la gaieté. Et on peut dire que c'est un moment particulier pour nous parce qu'on rentre un peu dans l'intimité des vignerons au sens où on arrive dans leur cuverie. C'est le cœur de leur travail. C'est ce qui est très intéressant. À la cuverie de la maison Giraud, l'activité bat son plein. Pinot noir, meunier, chardonnay, les raisins tout juste cueillis arrivent pour être pressés, cépage par cépage, avant d'être entonnés dans les fûts. Et voilà le petit dernier. Eh ben dis donc, c'est bien, on l'a attendu. Hein. Le dernier de notre expérimentation. Sébastien, le chef de cave, a commandé un fût particulier avec un fond en verre
pour surveiller les futures fermentations qui vont se produire à l'intérieur. Voilà. Quand on est en train d'entonner, alors ça c'est génial, il faut mettre le nez au-dessus. Et là on se rend compte déjà la synergie entre les deux mondes qui se rencontrent, alors que là c'est la première rencontre en fait entre les deux. Et déjà on sent qu'il y a un potentiel qui est énorme et ça c'est juste extraordinaire en fait. Et ensuite ça va rester comme ça pendant 15 mois et on va laisser ces deux mondes comme ça se rencontrer et s'apprendre à s'apprivoiser les uns et les autres. Et ça c'est quelque chose de magique. Bon ben voilà Jérôme. Rendez-vous dans 15 mois pour déguster? Avec plaisir. Génial. Retour à Troyes, dans l'Aube. C'est ici qu'apparaît pour la première fois au XVe siècle la mention de compagnon. Des artisans qui voyagent de ville en ville pour travailler et apprendre. Ici, une jeune femme perpétue cette tradition. À la maison des compagnons, Elsa Berthelot, une jeune tailleur de pierre, est en plein travail. À 24 ans, elle est sur le point de valider une des formations artisanales les plus exigeantes qui soient, celle de compagnon du devoir. Elle n'a plus que quelques heures pour terminer son chef-d'œuvre. Donc c'est une pièce qu'on réalise pour devenir compagnon. Donc j'approche de la fin, là c'est la dernière ligne droite, les derniers coups de ciseaux. Demain c'est ma correction, donc c'est demain que je vais être évaluée par les anciens compagnons de mon métier, du coup les tailleurs de pierre. Et c'est demain que va se décider si je pourrais à mon tour devenir compagnon. J'ai commencé depuis 7 mois. Je suis rendue à bientôt 700 heures de travail dessus, donc il y a un petit bout de moi qui est dans ce caillou, donc j'ai vraiment envie de leur montrer ce que je sais faire et mon projet, quoi. Voilà, c'est un moment important pour moi et j'ai hâte d'y être. Sa correction va sanctionner 7 ans de formation. Elsa a grandi dans la Loire. Son chef-d'œuvre est lié à son enfance. Donc moi, j'ai choisi de faire une copie d'une pièce existante qui se trouve au château de Villandry. J'ai fait un moule sur l'original. J'ai un lien très particulier avec Villandry. Mon papa y travaille depuis quelques années et j'ai grandi entre ces murs. Et pour moi, c'est vraiment ce château qui m'a donné envie de faire ce métier. La pierre, pour moi, c'est devenu une évidence, quoi. Étant petite, j'étais scotchée devant cette vase qui m'a toujours impressionnée. Il y avait un truc, quoi. Et je me suis dit, bah, tu feras ce travail pour ton chef-d'œuvre. Et voilà, j'y suis, quoi. Donc je suis contente. C'était un rêve pour moi de faire ce projet. Et voilà, j'y vois le bout et ouais, ça fait plaisir. Pour réaliser ce rêve, Elsa a ajouté une formation de sculpteur à celle de tailleur de pierre. Et ce soir, elle doit à tout prix achever la pièce de résistance, la tête de bélier. Mon bélier, c'est la partie un peu délicate de mon travail, la sculpture. Pouvoir présenter aux anciens une tête complètement finie, ça serait super. Voilà, pour leur montrer que je suis capable de le faire, quoi. C'est l'objectif de ce soir. On n'arrêtera pas tant que ça, c'est pas fini. Il est minuit. Elsa va encore passer une partie de la nuit dans l'atelier pour terminer avant son évaluation. Demain, la journée sera longue. À 8 h du matin, Elsa est d'abord à pied d'œuvre au château de Vaux, à une vingtaine de kilomètres de Troyes. Comme tous les aspirants compagnons, elle travaille en entreprise. Aujourd'hui, elle commence sur le fronton sculpté du XVIIIe siècle. Faudra que tu fasses gaffe avec le bas de la corniche. Antoine Chevalier est l'un des 6 compagnons du devoir embauchés par l'entreprise. Tu balignes toutes les moulures. Et puis après, tu viendras aligner le dessous. Il faut réussir à casser la bosse, là. Ouais. Comme c'est moi le dernier arrivé, c'est moi qui m'occupe des plus jeunes. Là, on se refile à chaque fois la gage du maître de métier, ce qu'on appelle maître de métier, aux plus jeunes à chaque fois. Pour qu'il reste toujours un pied. Puis c'est vrai que c'est plus facile pour une personne de mon âge de rester accessible aux plus jeunes
Quand tu as un compagnon qui est beaucoup plus âgé, il a une distance déjà qui n'est pas évidente à casser, quoi. Tiens, je te laisse ça, puis moi je vais sur mon truc. C'est très plaisant de travailler avec des anciens parce qu'on sait qu'on peut compter sur eux. On sait qu'ils sont présents pour nous faire évoluer et chercher bien sûr toujours l'excellence dans notre métier et pousser nos compétences au plus haut, quoi. Ok, je vais essayer de te la guider devant. Elsa poursuit son travail un peu plus loin sur le fronton, en compagnie de Laetitia, qui fait partie des maçons de l'entreprise. Ensemble, elles remontent un muret d'époque. Ce sont les 2 seules femmes sur le chantier. Ça paraît pas trop mal. Là, on est pas mal, ouais. C'est vrai que des femmes maçons, il n'y en a pas énormément. Heureusement, il y en a un petit peu, même si on est quand même, on reste toujours assez discrète, mais on existe. J'ai toujours aimé le patrimoine et puis bon, un beau jour, la vie m'a amenée ici, quoi. Et je regrette pas du tout, parce que je suis vraiment passionnée et j'aime vraiment mon métier. Et vous apportez quelque chose de différent sur le travail? Je pense plus de rigueur et de minutie. Ouais. Parce que je sais que moi, dans notre équipe, on est 3 et beaucoup de finitions, c'est moi qui les fais parce que je suis plus fine. Donc, notamment, c'est moi qui ai refait tous les joints de statue, certaines réparations. Enfin, voilà. Pour moi, tant qu'on a la motivation, on arrive à tout. Et si on est passionné par notre métier, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et c'est vrai que le métier a quand même beaucoup évolué. On a beaucoup de moyens de levage, on fatigue beaucoup moins qu'avant. Donc, non, une femme a largement sa place dans le bâtiment, il n'y a aucun problème. Et j'invite toutes les femmes qui ont peur de sauter le pas de foncer parce que c'est un super milieu et on se fait vraiment plaisir. La journée de travail d'Elsa est terminée, mais le plus dur reste à faire. Dans 3 heures a lieu la correction de son chef-d'œuvre. Elle a rendez-vous avec des compagnons tailleurs de pierre. Le stress, il commence un peu à monter. Je pense qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer et voilà, ce que vont dire les anciens. Donc, on est un peu dans le flou, mais je sais que ça va être très fraternel et ça va être un très beau moment, je pense. J'ai la chance d'avoir ce soir ma sœur et ma mère qui sont présentes. Et là, j'ai très hâte de les retrouver et qu'elles soient là. Ça a été un grand soutien pour moi, ma famille. Donc, je suis très contente qu'elles soient là. Elsa les retrouve directement à l'atelier. Bravo, Surette. Ouais, ça y est, ma chérie. Oh. Magnifique. Manque plus que les petites fleurs. On va se reposer, celle-ci. Ouais, super. C'est une journée émouvante. On a une fille extraordinaire qui s'est battue et qui, pour moi, est artisan. Voilà, c'est un métier quand même, voilà, hors du commun. Hein. Et d'arriver à cet objectif, il y a 7 ans, elle nous disait je veux être compagnon, je veux faire mon chef-d'œuvre. Et donc, du coup, quand elle nous a dit ce qu'elle voulait faire, moi, je me suis dit, oula. Et en fait, voilà. On y est. On y est. C'est ce soir. Verdict ce soir. Voilà. Il ne reste plus qu'1 heure avant le moment fatidique. Elsa part se préparer dans la maison des compagnons, où vivent les jeunes du Tour de France. Dans sa chambre, elle porte une dernière touche à sa tenue. Donc en fait, chaque métier a une couleur, ça représente son métier. Et dessus, on a des symboles qui sont propres aux compagnons. Et on a le blason des tailleurs de pierre dessus, qui est juste ici. On retrouve le compas, l'équerre et la massette. Voilà. Avec cette couleur-là, on entre vraiment dans une grande famille, une belle famille. Et, ouais, c'est l'école de la vie et on en est très très fiers. Ouais. À l'atelier, Elsa est accueillie par 7 compagnons dans une ambiance très solennelle. Parmi eux, Antoine Chevalier, son maître de métier.
Nous, notre but ce soir, c'est de juger son travail et puis d'en apprendre davantage encore sur son histoire à elle, ce qu'elle a éprouvé aussi sur le travail, etc. Comment ça s'est passé, on veut tout savoir, un petit peu tout ce qui l'a amené à ça aujourd'hui. Donc voilà. C'est un moment qui doit rester entre tailleurs de pierre. Non pas que ça soit secret, mais que c'est quelque chose qu'il faut plus vivre que raconter. Pendant 1 heure, Elsa présente son projet aux compagnons. Puis la jeune femme les laisse délibérer dans le secret. Commence une attente tendue. Elsa ? Au bout d'une vingtaine de minutes, elle est invitée à entendre leur verdict. Ce qui est le plus marquant, c'est l'élégance du vase. Et puis on a quand même tous ces éléments de sculpture avec ces petites têtes de bélier. C'est quand même cette particularité de son chef-d'œuvre, quoi. Bah, le verdict, elle sera reçue compagnon à sa réception qui sera organisée plus tard. Je suis soulagée après, voilà, va falloir continuer, mais j'ai passé un très bon moment et je suis très contente. On est fiers d'accueillir Elsa, bien sûr. Elle s'engage quand même sur une vie entière de compagnon. Voilà, donc c'est important pour nous d'accueillir des jeunes et de retransmettre notre savoir et de pérenniser les valeurs du compagnonnage et les valeurs des tailleurs de pierre. Elsa apportera son chef-d'œuvre au château de Villandry dans quelques semaines. Le lendemain, c'est son dernier jour en Champagne, où elle achève son tour de France de compagnon. C'est important de découvrir les régions et c'est quand même un patrimoine assez riche en Champagne. Il y a quand même beaucoup de monuments historiques, donc oui, on y vient pour travailler, mais c'est aussi culturellement, c'est important de profiter de la ville dans laquelle on vit et on habite en fait pendant 1 année, quoi. C'est pas que le travail, les compagnons, c'est aussi une ouverture sur la société et sur le monde qu'il y a autour du voyage avec les compagnons. Avant de partir, elle tient à voir une de ses restaurations les plus marquantes, avec Aurélien Vindel, l'un des compagnons présents à sa correction. On se dirige vers l'église Saint-Laurent de Nogent-sur-Seine. On a restauré du sol au plafond, on a restauré les voûtes, les murs et les dallages. Voilà. C'est la première fois qu'ils vont découvrir l'église de Nogent-sur-Seine sans échafaudage. C'est surprenant de le voir sans échafaudage. Ah, tu vois, une fois fini, ça lui donne de la grandeur. Ça met en valeur notre travail. Ouais. Elsa a travaillé 4 mois sur ce projet, dirigé par Aurélien. L'occasion pour elle d'une véritable leçon d'architecture. Car le monument présente un ensemble remarquable de différentes époques. Son cœur du XVe siècle, de style gothique, est inséré dans une structure Renaissance plus tardive, avec ses colonnes surmontées de chapiteaux sculptés. C'était toi qui avais taillé les parties des ornements. Oui, c'est ça. J'avais fait du coup sur les voûtes, les caissons, j'ai refait le ravalement. Ouais. Et même les cordelettes de l'âtre, c'était toi aussi? Ouais. Donc là, on a du mal à le voir, mais sur les tablettes en haut des chapiteaux, il y avait toutes les raies de cœur qui étaient abîmées. Donc on a été venir faire des greffes en pierre pour après les retailler. C'était super intéressant de revenir chercher ce motif et qu'on ne voit pas mon passage, quoi. On a une petite photo. C'est important pour une entreprise d'accueillir des jeunes qui sont en formation sur leur Tour de France. Sur un ouvrage comme celui-ci, cet édifice il est particulier, donc du coup, c'est des choses qu'ils vont peut-être voir une fois dans leur vie. Donc du coup, ça permet de les former. Et puis après, à leur tour, ils formeront ensuite des jeunes avec tout ce qu'on leur a enseigné, quoi. Voilà. Aurélien Vindel a confié un autre travail à Elsa pour mettre en valeur son savoir-faire de sculpteur. Le célèbre pied que tu as restauré, oui. Le pied de la statue. Ouais, je suis contente, elle ne se voit pas la restauration. Que tu as restauré. Donc, il était totalement cassé, donc j'ai dû deviner grâce à l'autre qui est un petit peu caché là sous le drapé, essayer de redeviner comment il était et pouvoir le refaire pour qu'il ait un peu plus d'allure quand même. En haut de la tour de l'église,
Elsa porte un dernier regard sur la région qu'elle s'apprête à quitter. C'est assez sympathique de venir contempler cette vue ici, quoi. C'est toujours un peu triste, un petit pincement au cœur, parce que c'est vrai qu'on arrive dans des villes, on a quelques mois de découverte où voilà, on essaie de prendre un peu nos marques. Après, on va dire les 3 prochains mois, on commence vraiment à se sentir chez soi. Et puis les 3 derniers, on est chez soi et il faut partir. Et voilà, on est juste de passage et c'est ce qui fait notre Tour de France, en fait. C'est ces rencontres qu'on peut faire sur le Tour et c'est que des beaux souvenirs. Quelques semaines plus tard, dans le Val-de-Loire, au mois de septembre. Au château de Villandry, les célèbres jardins sont encore déserts. C'est une journée cruciale pour Elsa. Sa vasque va être posée au centre de l'édifice. Dans l'avant-cour, c'est l'effervescence. Aujourd'hui, c'est la pause de mon travail. On est juste devant la cour d'honneur du château. Donc on va la positionner en plein milieu de cette cour. Donc elle va enfin prendre toute sa place dans le château. Mais l'opération s'annonce périlleuse. J'ai beaucoup rêvé de ce moment, mais je suis beaucoup stressée là que ça arrive. Faut penser à tout. La difficulté, c'est le passage du pont. Il n'est pas prévu pour supporter un engin de 13 tonnes. Seuls les roues avant peuvent s'engager. Henri Berthelot, le père d'Elsa et régisseur du château, dirige les opérations aux côtés de sa fille. On est bien là. On essaye? On essaye. La tension commence à monter. Le bras télescopique sera-t-il assez long pour atteindre la terrasse? Je lève un peu là. Si l'alarme de sécurité se déclenche, c'est l'échec. Je veux pas que ça sonne. Oh. Faut qu'on avance, on peut avancer un peu, approcher. Il manque une rame de planche. Henri Berthelot prend le risque de faire avancer l'engin encore un peu plus sur le pont, sous le regard inquiet du propriétaire du château. Là, faut qu'on mette celle-là, faut qu'elle soit là. On ne sait pas vraiment la charge qu'on peut mettre sur le pont, donc c'est un peu le risque qu'on prend aujourd'hui, mais c'est le seul moyen qu'on a pour déposer la pierre. J'ai du monde qui est présent pour me soutenir, et heureusement, parce que c'est une journée un peu difficile. Faut tenir au bout. L'engin s'engage à nouveau sur le pont. On a dépassé la limite de tout à l'heure déjà. C'est bon. Mais au moment de sortir le bras, un bruit inquiétant se fait entendre. Allez. Oh la vache. C'est le Manitou, c'est le Manitou. Plus de peur que de mal, l'engin peut déployer son bras. La vasque arrive au niveau des escaliers. C'est le moment décisif. On peut monter encore. Oh, c'est machin. Il va manquer 50 cm. Allez. On a gagné. C'est bon, pause. Baisse l'arrière. Doucement. Bon, impeccable. Arrache-moi ça de là. J'ai beaucoup d'émotions là, mais oui, soulagée. On va pouvoir continuer à travailler plus tranquillement. Reste encore à la poser sur son socle. Allez, on y va tranquille, hein. Sans abîmer la base. Au centre de la cour d'honneur, la pièce de 800 kg est manipulée avec précaution. Allez, doucement. Dernière difficulté, ajuster la pièce sur les 2 fixations du socle. Non, attends, on va déjà en mettre... Attends, on va quelque chose. Vas-y, descends tranquillement. Descends. Ouais, bravo. C'est bon.
Merci. Ça y est, c'est fait. Je suis très heureuse. C'est la conclusion d'un Tour de France, la transmission avec les anciens, tout mon apprentissage, tout ce que mes collègues ont pu me transmettre sur mon tour. Et voilà, c'est grâce à eux et c'est très beau. Grâce à Elsa, le château retrouve sa vasque, copie de l'original du début du XXe siècle. D'inspiration Renaissance, elle apporte une touche finale à la cour d'honneur du château de Villandry. Donc, avec les ombres, ça rend pas mal. Hein. Ouais, je suis contente, la base, avec la lumière du soleil, ça rend vraiment bien. Mon atelier est juste en face. Donc voilà, ma fille sera toujours à côté de moi, même si elle est loin. Je suis fier de ma fille. Il n'y a pas de mots. Quand vous voyez ce petit bout de bonne femme, vous vous dites que c'est fabuleux. Quoi. Pour moi, c'est un vrai remerciement au château de m'avoir donné l'envie de faire ce métier. Et là, du coup, de l'avoir vraiment être dans la cour quelques années, c'est assez fou. Hein.